Et bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Toujours chapitre 6, nous continuons dans la page 120 dans ce chapitre assez particulier où Seth nous définit à sa manière petit à petit la notion d'entité, entité multidimensionnelle dont il nous parle depuis le début de son livre, en avançant progressivement dans ces définitions, ce que n'est pas l'entité, ce qu'on peut essayer d'en comprendre par soi-même, et notamment ce qu'on peut en vivre par la connaissance personnelle, interne, profonde, à travers un exercice notamment, l'exercice numéro 2 là, que je venais d'expliquer dans la dernière séance. Et il nous disait donc qu'effectivement nous sommes en permanence connectés à ce moi interne, que les perceptions, on a du mal à comprendre exactement comment elles fonctionnent, puisqu'il dit que toutes nos perceptions, en fait, ne sont pas physiques à la base. Hein. Elles viennent au départ, c'est un message du moi interne, justement. Et voilà, on avait fini la séance dernière sur cette phrase-là. Si vous vous surprenez à percevoir des données sans utiliser vos sens physiques, vous devez admettre que la perception fonctionne de cette manière. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir des informations qui ne viennent pas directement de notre corps physique. En tout cas, pas... oui, c'est ça, pas les sens, pas ce qu'on entend par les 5 sens du corps. Il y a quand même des informations qui viennent en dehors de ces 5 sens. Et ça veut donc dire qu'il y a une perception, en tout cas au moins une perception qui existe en dehors de ce monde physique. Et Seth, lui, nous dit que toutes les perceptions, finalement, sont au départ d'origine non physique et qu'elles prennent ensuite une forme physique pour qu'on puisse les percevoir à travers notre expérience. On continue donc dans le paragraphe suivant, fin de la page 120. Il dit « Vous avez une perception si étroite de la réalité que vous prenez peur quand vous percevez quelque chose qui ne correspond pas à l'idée que vous vous en faites. » Voilà. La première réaction, quand quelque chose ne rentre pas dans notre cadre, dans nos références, ça peut être soit de le nier, soit en tout cas, d'être inquiet, de dire voilà, le mental, il fonctionne comme ça. Le cerveau, il est quand même fait pour associer les choses, et que quand il y a quelque chose qui sort de ses habitudes, il est embêté. C'est-à-dire que l'émotion qui est associée à des choses nouvelles, donc c'est la surprise, voire la stupéfaction. C'est-à-dire le fait on n'a pas de réponse. Il se passe quelque chose, le cerveau n'a pas de réponse. Donc il y a un bug, il y a un temps où il se passe rien. C'est-à-dire, il est en train de chercher dans sa base de données, et le mental se dit, mais je ne connais pas cette situation, je ne sais pas quoi faire. Voilà, je suis stupéfait. La situation juste après, parce que ça dure quelques instants, la stupéfaction, donc il y a effectivement la surprise, qui peut être bonne ou mauvaise, et si c'est quelque chose de vraiment inconnu, ça amène en général la peur de l'inconnu, c'est-à-dire, comme c'est quelque chose que je ne connais pas, la réaction suivante, en fonction de ce que j'ai mis en place dans mon fonctionnement psychologique, la meilleure défense, c'est l'attaque, ça peut être une croyance, ou bien je me dis que tout ce qui arrive est bien, donc je suis plutôt dans un accueil bienveillant, mais c'est quand même relativement rare. L'ego, le mental, a construit, pour notre survie, un système de protection quand même. Donc, au départ, dès qu'il arrive quelque chose, il y a qu'à voir, je sais pas, là je pense, voilà, une image d'un petit chaton, d'un petit chien qui découvre la vie, ou enfin n'importe quel petit animal. Dès qu'il se passe quelque chose, il connaît pas, il y a quand même un réflexe de fuir.
tant que je n'ai pas validé que quelque chose est bon, je le mets dans un grand fourre-tout qui s'appelle l'inconnu dangereux. Et c'est l'apprentissage qui nous fait petit à petit apprendre que ça c'est bon, etc. Sauf si on est construit dans une telle confiance dans la vie qu'on peut avoir la construction inverse. Tout ce qui arrive est bon, tant que ça n'a pas été démontré que c'était mauvais. C'est une autre possibilité de construction mentale, psychologique, un réflexe par rapport à ce qui nous arrive. Je dirais dans la culture, l'éducation qu'on a aux enfants, j'ai l'impression qu'on leur apprend quand même à un moment donné à se méfier de ce qui est inconnu. Voilà. Notre expérience fait qu'on transmet nos peurs, on transmet nos inquiétudes à nos enfants. Voilà. J'ai appris que le monde n'est pas rose extraordinaire, c'est une croyance, voilà. Il peut se passer des choses dangereuses, et tout ce que je vis au quotidien me conforte là-dessus. Et donc, je transmets ça. Je transmets cette croyance. Et donc, là, Seth, il le dit à sa manière. Donc lui, il parle de la perception. Vous ne comprenez pas comment vous percevez les choses, quelle relation, ou par quelle relation vous rentrez en lien avec votre environnement. Et donc, vous prenez peur quand vous percevez quelque chose qui ne correspond pas à l'idée que vous vous en faites. Donc là, je dirais même, Seth dit de manière générale, effectivement, nous avons plutôt tendance à construire une croyance qui est que l'on va créer une peur par rapport à l'inconnu. Or, dit-il, je ne parle pas ici simplement de ce que l'on nomme globalement les perceptions extrasensorielles. Si effectivement, parce que je refais le lien quand même avec le paragraphe précédent, là il était en train de parler de ce lien, donc on est en train de définir l'âme, et donc il disait que effectivement les perceptions, il expliquait en tout cas avec cette perception de l'âme, qu'il y a des éléments qui nous viennent, qui ne sont pas physiques, donc ce sera plutôt lié à ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles, qui sortent de nos cinq sens physiques, la télépathie par exemple, de recevoir des informations, etc. Ça fait partie d'un grand fourre-tout qu'on appelle toutes les perceptions extrasensorielles. Les intuitions, voilà. Et c'est justement vers ça que Seth nous amène. Un des premiers livres de Jen aussi, c'était justement comment développer ces perceptions extrasensorielles. Elle a ouvert des sessions, des exercices, je sais pas comment on peut dire, oui c'est ça, des séances auxquelles elle parlait des perceptions extrasensorielles, comment développer ces perceptions extrasensorielles. Avec l'aide de Seth, mais c'était essentiellement elle qui guidait les séances. Parce que la nature profonde de la réalité, nous dit Seth, n'est pas dans les sens physiques. Donc tant que vous restez dans les perceptions classiques, vous ne faites qu'effleurer la réalité. Il nous invite à, en permanence, revenir à une perception plus fine, qui est, nous dit-il dans le paragraphe précédent, en fait, qui est la base de toutes nos perceptions. Toutes nos perceptions, au départ, passent par un canal qui n'est pas physique. Donc là, il confirme, dans la phrase que je viens de lire, je ne parle pas seulement de ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles. Tout ce que vous pouvez recevoir, y compris des perceptions classiques, si ça ne correspond pas à vos schémas habituels, ça vous fait peur. Et pas seulement des choses qui vous viendraient, des intuitions, des choses comme ça, où on se dit « Ouh, c'est bizarre, j'ai reçu une information. » Alors voilà, comme je disais au tout début de la séance, on va nier en général. Moi, je redonne très souvent cet exemple parce que je pense que quasiment tout le monde l'a vécu. On pense à quelqu'un et le téléphone sonne une minute après.
quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 1 an, 2 ans, enfin voilà, c'est pas une habitude, quoi. C'est pas quelqu'un qui nous appelle chaque semaine. Ça, je pense, enfin, beaucoup de personnes, en tout cas, l'ont vécu. Moi, quand je donne cet exemple, en général, ça parle aux gens. Seth nous dirait que c'est de la télépathie, c'est un sens interne, c'est-à-dire le fait que quelqu'un... Alors, il y a même 2 explications, là, j'ouvre une petite parenthèse. C'est qu'en tout cas, on s'est mis d'accord, on va dire la nuit précédente, ou en tout cas dans notre état où on est endormi, on s'est mis d'accord sur, tiens, on va s'appeler. Donc, c'est déjà une première information. Donc, il y a une partie de nous qui est déjà au courant que ce jour-là, va y avoir un coup de fil. Mais un des deux prend la décision d'appeler. Mais il y a quand même un lien qui est créé. Donc, les deux sont déjà en lien. Et puis, jusqu'au moment où il y a vraiment celui qui va appeler. Donc, qui est à l'origine de quoi, hein, voilà, j'essaie juste de vous faire réfléchir à cette question-là. Il y a une personne qui va appeler l'autre. Elle est en train de penser à elle, puisqu'elle est en train de composer son numéro de téléphone, et le téléphone sonne. Et la personne en face dit « Ah bah j'étais en train de penser à toi ». Mais est-ce que c'est pas non plus, potentiellement, l'autre personne qui a été appelée, qui pense à la première personne, mais qui n'a pas le temps d'appeler, ou qui se dit bah oui, je l'appellerai tout à l'heure, je l'appellerai plus tard, mais qui pense suffisamment à elle pour que la personne qui va finalement appeler se dise ah bah tiens, je pense à telle personne, c'est le moment là, je vais arrêter de repousser ça, ça fait 2 mois que j'y pense, là je l'appelle. Donc quelle est l'origine de l'action ? Et peut-être même que l'origine de l'action, comme je vous disais, c'est peut-être on s'est mis d'accord sur le scénario la nuit précédente ou quelques nuits précédentes en disant on va penser l'un à l'autre, mais c'est toi qui vas appeler. Et donc tout est déjà programmé et il ne reste plus qu'à le vivre au moment où on est en train de mettre en place l'action. Et même, au dernier moment, tout de même, la personne qui devait appeler peut refuser ce rôle-là, peut dire non finalement, ben non, il se passe autre chose et je n'appelle pas. Mais le lien était quand même créé. Donc ça n'empêche pas que les personnes, les deux pensaient l'une à l'autre, et que du coup, ça déclenche ou pas l'action d'appeler, mais l'événement était préparé. Voilà, je referme l'action. La parenthèse, pardon. Donc, Seth est en train de parler de toutes les perceptions, tout ce que l'on reçoit comme information, qui viennent à l'origine du moi interne, de l'intérieur de nous, et qui prennent ensuite forme donc, à travers nos sens physiques. C'est pour ça qu'il affirme que c'est l'inverse en fait de ce qui se passe. C'est pas que je vois un objet autour de moi, c'est que je sais qu'il est là et que je projette l'image que j'ai de lui. Donc c'est pas quelque chose que je vois finalement, c'est quelque chose qui est en moi et que je projette à l'extérieur. Il continue ce paragraphe en disant « Si ces expériences vous paraissent extraordinaires, c'est uniquement parce que vous avez nié pendant si longtemps l'existence de toute perception qui ne vous arriverait pas par vos sens physiques. » Donc là, il parle plutôt effectivement des expériences extrasensorielles. Hein. Il disait dans la phrase suivante « Or, je ne parle pas ici simplement de ce que l'on nomme globalement les perceptions extrasensorielles. » Mais tout en disant dans la phrase suivante, si ces expériences vous paraissent extraordinaires, malgré tout, c'est uniquement parce que vous avez nié. C'est effectivement le mot que j'avais utilisé juste avant. On va nier les événements qui ne rentrent pas dans ce qu'on accepte de la réalité, dans ce qui nous semble cohérent, logique, normal, dans la bonne séance dans un lien social classique, habituel. On considère qu'il n'y a que la réalité physique qui existe. Donc on s'en tient à ce dont on peut parler avec les autres personnes. À ce qui ne va pas nous renvoyer l'image d'être fou, en fait, si on parle aux autres. Souvent, c'est ça quand même. Si on commence à dire « Ah ben, je pensais à toi, c'est de la télépathie », bon, qui va nous prendre au sérieux ? Même si, là aussi j'ouvre une petite parenthèse, j'ai quand même l'impression
depuis, je sais pas, 10-20 ans. En tout cas, moi c'est mon échelle de vie, où je me rends compte quand même, il y a pas mal de choses qui évoluent. J'ai l'impression que je peux parler de sujets, on va dire complètement perchés, spirituels, complètement décalés, irréels, extrasensoriels, voilà, avec de plus en plus de personnes, et dont des personnes qui au départ, je me serais dit, mais celle-là, elle est hyper cartésienne, hyper, voilà, dans le mental, elle veut tout maîtriser, et c'est comme ça, c'est pas autrement, des choses très figées. Et on arrive des fois à lancer des discussions auxquelles je ne m'attendais pas, vraiment très très ouvertes. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a alors je dirais, voilà, ça peut être un peu ma croyance à moi, mais qu'il y a quand même une énergie globale qui nous pousse à ouvrir le champ des consciences, à l'échelle de la planète, hein, visiblement. Donc l'être humain est en train d'évoluer, j'ai quand même l'impression, des sujets de plus en plus spirituels, etc. La chaîne que je suis en train de faire, là, je pense que j'aurais jamais osé la faire il y a encore 10 ans. Il se trouve que je connaissais pas encore 7, mais quand même, de parler de spiritualité à ce niveau-là, de parler de sens extrasensoriel, de perception, de choses comme ça, je n'aurais pas osé, je pense, moi-même, personnellement, il y a 10 ans. Et puis je me rends compte qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui comprennent ce message, qui l'entendent, qui le vivent, qui ont leur propre expérience, qui vont dans ce sens-là. Voilà, je referme la parenthèse. Et je vais peut-être continuer là, il y a pas de choses extrêmement nouvelles en tout cas dans ce paragraphe. Donc le paragraphe suivant, il continue à parler de ces perceptions extrasensorielles. 7 nous dit que la notion de perception extrasensorielle ne donne qu'une grossière idée du processus fondamental qui permet au moi interne de recevoir des informations. Mais les concepts qui entourent cette notion se rapprochent davantage de la réalité, de la vérité, pardon. Je vais finir la phrase, parce qu'après il y a un point-virgule, donc voilà, toujours ces phrases un petit peu à rallonge de 7. Donc les sens internes, ou les concepts, les concepts qui entourent cette notion se rapprochent davantage de la réalité, ils représentent un progrès par rapport à l'idée que toute perception est fondamentalement physique. Voilà, donc juste pour redire, confirmer, je le redis, là il vient de le dire très clairement, toutes les perceptions passent par notre moi interne, c'est la première base de l'information, donc quand on parle de télépathie, je dirais c'est une évidence, parce qu'en fait, les informations de base passent par l'intérieur, donc c'est une réception interne, quelque chose qui va résonner dans notre tête, on va l'entendre, on va le savoir, on va le comprendre. Quelque part, toute discussion qu'on a, là, je mets des mots physiques, mais de ce que j'ai compris de l'explication de 7, je communique quand même par télépathie d'abord. Les mots physiques que je dis, ma voix, ne sont que le support de l'information qui est déjà transmise derrière en dessous et qui est la vraie source de l'information. Donc tout passe avant tout par le moi interne et prend ensuite une forme physique pour correspondre à ce qu'on attend de la réalité physique, simplement, de retourner dans notre conception, dans nos... Oui, c'est ça, dans les propriétés qu'on admet, dans les concepts qu'on associe à la réalité physique au niveau terrestre. C'est pour ça qu'il dit, les concepts de ces perceptions extrasensorielles sont quand même beaucoup plus près, se rapprochent de la vérité. C'est en tout cas beaucoup mieux, c'est un progrès par rapport au fait de se bloquer sur toute perception est d'origine physique. C'était juste pour rappeler ça. Il continue, paragraphe suivant, en disant « Or, il est pratiquement impossible de séparer une réflexion sur la nature de l'âme d'une réflexion sur la nature de la perception.
Là, il refait du lien avec effectivement le début de ce chapitre, puisqu'il voulait définir l'âme, tout d'un coup, depuis quelques paragraphes, il nous parle des perceptions, et là il explique la raison. On ne peut pas, selon lui, aller clairement dans le concept de l'âme sans évoquer d'abord et avant tout de comprendre pleinement le concept de la perception qui vient de l'intérieur. Sans comprendre que toute l'information, toute perception, donc information quelque part, là je crois pas modifier le mot, c'est peut-être, ça me semble être un synonyme, toute information qui circule. La perception, c'est plutôt le lien, c'est une information qui vient de notre environnement. Une information, oui, on peut l'avoir en nous. C'est peut-être quand même, effectivement, deux sens un peu différents. Mais en tout cas, donc, la perception, le fait de capter des informations de l'extérieur, à ce moment-là, ça me semble être un synonyme, est indissociable. Les deux concepts sont complètement indissociables. Il faut comprendre l'un pour comprendre l'autre. Je relis sa phrase. Il est pratiquement impossible de séparer, alors c'est pas forcément de comprendre l'un, en tout cas pour comprendre l'autre, mais il parle de réflexion. Il est impossible de séparer une réflexion sur la nature de l'âme pour bien comprendre, réfléchir, discuter autour de qu'est-ce que c'est l'âme, comment ça fonctionne, son organisation, à quoi ça sert, etc. On ne peut pas le séparer d'une réflexion sur la nature de la perception. Et là, il va redonner quelques bases. Il dit, passons rapidement en revue quelques points. 2 points. Vous formez la matière et le monde que vous connaissez. Donc là, c'est une redite, bien sûr. Si vous arrivez dans ces séances et que vous tombez au milieu de ce chapitre, forcément, ça peut vous étonner, les propos que j'ai à ce moment-là. Donc je vous invite pour ça à chercher peut-être avec des mots-clés ou à revenir simplement au début de ce chapitre ou à lire, à écouter, les résumés des premiers chapitres. Voilà, ça vous redonne quelques bases, en tout cas pour comprendre pourquoi Seth dit ce qu'il est en train de dire. Vous formez la matière et le monde que vous connaissez. Point. On peut dire que les sens physiques créent le monde physique. Donc, cette notion de perception, il a toujours inversé ce qu'on en comprend de manière générale. Et il redit ici, il réaffirme, on peut dire que les sens physiques créent le monde physique. Parce qu'ils vous obligent à percevoir un champ d'énergie disponible en termes physiques uniquement. Et comme on voit quelque chose de physique, eh bien il y a besoin de le matérialiser en forme physique, mais l'information de base vient de nous et n'est pas physique au départ. Mais donc, il dit, les sens physiques créent le monde physique parce qu'ils vous obligent à percevoir, excusez-moi, à percevoir un champ d'énergie disponible. C'est la perception passe par justement c'est une interface. C'est pour ça que quand je disais juste avant j'hésitais entre information et perception, la définition que je donnerais comme ça de ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement percevoir, alors il y a effectivement le mot voir dedans et perce. Là, je n'ai pas fait de latin ou de grec, donc je ne sais pas exactement la racine. Mais il y a quand même cette notion. Pour moi, percevoir, c'est les 5 sens. Donc c'est pas que voir, c'est utiliser les 5 sens pour rentrer en relation avec le monde extérieur, ce qui nous entoure, et qui a donc un échange d'informations avec le monde physique.
Et donc, l'essence interne, nous dit-il, nous oblige à percevoir un champ d'énergie qui est disponible en termes physiques et en termes physiques uniquement. Et c'est là où il y a création du monde physique. C'est que pour entrer en relation avec quelque chose de physique, il faut passer d'une information non physique à une information physique. C'est ça qui fait l'interface. La phrase n'est pas finie, virgule. Et également parce que, donc c'est sens interne, parce qu'ils appliquent sur ce champ une grille très spécifique. Il me semble que cette grille très spécifique, c'est ce qu'il appelle le camouflage physique. Et c'est ce qui fait que chacun perçoit le monde physique, en fait, de manière absolument unique. Non pas parce que, par exemple, moi je vois très bien et que ma compagne est myope et que du coup, elle ne voit pas le même monde physique que moi. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment concrètement, quand on parle de camouflage, j'applique moi-même mes propres couleurs, mes propres formes, le propre détail de tous les objets qui sont autour de moi, à partir d'une information qui est donnée. Il y a indiqué qu'ici, il y a tel objet, il y a une lampe, il y a une bougie qui est posée sur une table, etc., des chaises. L'information est donnée, mais l'application exacte, c'est moi qui le fais. C'est comme si chacun avait en fait son écran de télé. Alors ce serait même un projecteur plutôt, puisqu'on va projeter en même temps, mais je pense que la télé, ça parle bien. Chacun a son propre écran de télévision qui est réglé avec ses propres couleurs, avec le propre contraste, avec la propre lumière. Il a sa propre qualité d'écran, qui est plus ou moins de très grande qualité ou de petite qualité. Donc on voit plus ou moins flou. Et tout ça, ce sont des réglages. Donc le monde que je perçois, je le vois à travers mon écran à moi. Et donc c'est une image avec tous les inconvénients des images. Vous voyez ça plutôt qu'effectivement comme une projection. Quand je regarde quelque part, c'est comme si j'étais le projecteur et en fait je calque sur ce que je vois depuis mon point de vue unique là, de cet angle de vue là, je projette un paysage, mais donc qui viendrait de moi. Et donc c'est la qualité de ma projection interne qui donne la couleur, le détail, la forme précise de ce qui est devant moi. Et donc c'est pour ça que chacun perçoit vraiment, réellement, le monde à sa manière, parce qu'il le crée chacun à sa manière. Alors, je sais, ça fait sans doute des redites. Depuis le début du livre, Seth le dit, le redit de différentes manières, mais ça j'ai déjà expliqué. Seth, par les répétitions, nous confirme qu'on a bien compris ce qu'il veut dire, et rajoute à chaque fois des éléments. Là, il vient de rajouter la notion de percevoir un champ d'énergie qui est disponible en termes physiques. Et c'est peut-être ça la nouveauté dans cette phrase-là, c'est qu'effectivement tout ce qui est autour de nous, et là je reviens à l'image de la Matrix qui pour moi qui est très révélateur sur ce côté-là, c'est-à-dire que au départ c'est juste des informations, donc c'est le codage en vert là qu'on voit, les informations qui défilent. À la fin du premier film Matrix, on voit très bien Neo, il perçoit la matrice. Donc en fait il voit plus les couleurs. Il voit plus les formes, il voit plus les textures. Il y a juste des informations qui circulent avec, oui, des formes grossières, on voit quand même qu'il y a des personnages, mais c'est juste le codage, c'est-à-dire qu'il a accès à l'information de base, l'information de fond. C'est comme si lui, il était connecté directement à ses sens internes, et qu'il perçoit non plus le camouflage dont parle Seth, mais il perçoit la nature, donc l'énergie, c'est peut-être ça même, l'information qui est derrière, donc l'énergie de base. Et il a même la capacité de remodeler cette énergie, ça c'est dans le film. Je pense qu'on l'a aussi, chacun à sa manière, en fonction de nos croyances et de ce qu'on s'autorise à faire. D'ailleurs, Matrix, qui à plein d'égards est un très bon film pour expliquer la réalité, c'est uniquement parce qu'il change ses croyances sur lui-même, sur ses capacités lui-même, qu'il devient l'élu. Il acquiert des capacités non pas parce qu'il s'entraîne, mais parce que grâce à son entraînement, grâce à ce qu'il vit, il comprend petit à petit
qu'il a en lui toute cette capacité. Même si Morpheus lui dit, lui rappelle, même s'il est guidé, même s'il fait des entraînements, même si on lui charge des programmes, etc. La différence pour moi entre tout d'un coup le fait qu'on le tue, le robot, oui, je sais plus comment c'est, enfin le gardien, là, je sais comment il s'appelle, je sais plus, les 3 Men in Black, là, un peu, qui lui tire dessus, à bout portant, il peut pas éviter la balle, il est mort, mais c'est à ce moment-là qu'il a une révélation, il dit, mais je ne suis pas obligé de mourir. Et donc, il débloque toutes ses capacités, parce qu'il change ses croyances limitantes. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je reviens donc à ce que Seth est en train de présenter. Il a donc, à ce moment-là, accès à toute l'information, l'énergie qui est distribuée, et donc, il a accès à ce champ d'énergie sur lequel il va appliquer ou pas une grille très spécifique, comme dit Seth, qui est, selon ce que je comprends, le camouflage dont il parle. Mais ça, c'est une traduction, donc encore une fois, que fait chacun de nous en permanence sur la réalité. Donc je relis juste cette phrase-là pour refaire le lien avec l'exemple que je viens de donner. On peut dire que les sens physiques créent le monde physique parce que, premièrement, c'est moi qui le rajoute, ils vous obligent à percevoir un champ d'énergie disponible en termes physiques, et deuxièmement, parce qu'ils appliquent sur ce champ une grille très spécifique. Et donc, vous créez votre monde physique en créant la grille qui vous sert d'interface avec ce monde physique. Si l'on utilise les sens physiques, continue Seth, on ne peut pas percevoir la réalité de manière différente. Le fait de s'en tenir au camouflage physique nous empêche de percevoir l'information qui est contenue derrière. Pendant tout le film Matrix, Neo et les autres personnages sont bloqués à ce qui est projeté par la matrice et n'ont donc pas accès à l'information qui est contenue derrière. Fin de ce paragraphe. Ils arrivent à 22h44. C'est un chapitre où Seth dicte relativement vite les informations. On avait fait la pause, c'était la séance précédente. Ils avaient repris à 22h17, donc on avait lu déjà 2 paragraphes depuis. Donc là, il y a une page entière qui a été dictée en 27 minutes. Donc c'est un peu moins rapide que le début du chapitre, pardon. Alors il y a un peu plus d'une page quand même. Il continue dans le paragraphe suivant. Cette perception physique, dont il vient de parler, que j'ai expliqué, il me semble, suffisamment, ne modifie nullement la perception originelle, essentielle et libre du moi interne. Le camouflage qu'on applique ne modifie pas l'information de base qui est contenue. Seth dit qu'elle est originelle, essentielle et libre, et qu'elle est donc liée au moi interne. Et il confirme ce qu'il a déjà expliqué, qui est la partie de l'âme qui se trouve en vous. Le moi interne, c'est donc le lien direct de l'âme qui est en nous. L'ego serait la partie plutôt externe qui va gérer notre interface avec le monde physique. Donc là, il continue, à redire quelques informations là-dessus. C'est une partie... le moi interne, j'ai oublié une phrase, connaît sa relation avec l'âme. Donc il y a quelque chose en nous, en permanence, qui n'est pas modifié par la réalité physique, qui est la partie de l'âme qui fait le lien avec nous, avec notre expérience physique. Et donc, le moi interne connaît sa relation avec l'âme. Il y a une partie de nous qui sait qu'elle est connectée en permanence avec notre grande entité, notre grand moi. C'est, continue-t-il,
une partie du moi qui agit, pourrait-on dire, comme un messager entre l'âme et la personnalité présente. Je vais peut-être faire un petit dessin par rapport à ça. Ce serait un zoom, une sorte de zoom sur ce qu'on avait déjà vu. Je refais rapidement. S'il veut bien dessiner. Voilà. Bon. Hop. Donc, l'ordinateur qui rame. Lent. Bon. Il arrive un peu en bout de course. L'entité. Bon, décidément. L'entité. Je ne vais pas redessiner beaucoup d'éléments. Mais donc, l'entité égale âme. Hein, ça, je pense maintenant à ce niveau-là, c'est assez clair. Bon, c'est un peu fastidieux, excusez-moi. Ouais, il veut pas. Allez. Bon. C'est très mal écrit. Il veut pas faire la boucle. Voilà. Voilà. Bon, c'est très moche. Là, il veut pas. Il veut pas. Bon. Cette partie-là, revenez éventuellement sur le chapitre suivant. Donc, il y a une partie de l'âme. Hein, voilà, je redis que je fais juste cette tentacule pour expliquer justement qu'il y a un lien à l'intérieur de nous. Hein, donc, je vais zoomer un petit peu là maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais zoomer là-dessus. Donc, en tout cas, alors, je vais peut-être plutôt le faire sous forme de flèche. Il y a un lien, des informations entre une partie de nous que l'on va appeler le moi interne bon. Hop, qui est donc en lien direct avec l'âme. Hop. Et alors tout ça, voilà, à nouveau, hein, je fais des traits, des limites, mais ça t'explique à plusieurs moments qu'il n'y a pas de limite. Hein. Donc là, on est ici. Ça serait plutôt la partie de l'ego. Je vais peut-être faire une vidéo un jour pour de rediscuter avec Baoli sur ce qu'elle a compris, elle, et de vérifier si on est bien d'accord avec ça, que l'ego, j'ai l'impression, ou en tout cas, alors, au moins, est à peu près égal, si ce n'est complètement égal. Ça, il faut que je vérifie dans ma compréhension, c'est pas exactement clair. Avec le moi externe, bon, voilà, j'espère que c'est quand même lisible, même si l'ordinateur n'écrit pas tout, donc il fait un peu sa sauce. Alors, est-ce que ça c'est clair? J'espère. Bon. On a donc, nous dit-il, le moi interne connaît sa relation avec l'âme. Donc lui, il est au courant. Ça, c'est une partie qui comprend, qui connaît. Il est absolument au courant de cette liaison. C'est une partie du moi. Donc le moi, je comprends que ce serait tout ça. Hein. On va appeler ça le moi. Voilà. Donc là, c'est ici. Ceci est un agrandissement du moi. Là. Voilà. C'est bien clair. Ok. Le moi complet,
constitué d'une partie moi interne et d'une partie moi externe. C'est une partie du moi complet, le moi interne, qui agit, pourrait-on dire, comme un messager entre l'âme et la personnalité présente. Alors, comment est-ce qu'on définirait la personnalité ici? Pour moi, le moi et la personnalité, là aussi, je pense que ce serait à peu près la même chose. Oui, c'est-à-dire que le moi, c'est l'ensemble des informations de la personnalité. Voilà. Ici, on parle de personnalité. Bon, je suis désolé. C'était au départ conçu pour pouvoir dessiner. Il le faisait très bien il y a quelques mois. Bon. Persona, du coup, c'est compliqué d'écrire. C'est un peu plus long. Hop, voilà. Ça, c'est comme la personnalité. Donc, il y a l'entité et les personnalités. Vous savez qu'il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. Personnalité 1, personnalité 2, personnalité 3, etc. etc. Hein. Donc ça, c'est une personnalité. Donc oui, le moi, c'est la personnalité, c'est l'ensemble de ce qui va définir cette personnalité, a priori. Vous devez, continue-t-il, aussi vous rendre compte que je parle d'âme, d'entité, de moi interne et de personnalité présente uniquement dans le but d'être compris. Donc toutes les définitions là que je viens de donner, de montrer, j'essaie effectivement de faire des traits, des limites, tout ça. Mais tout ça, c'est uniquement des mots pour essayer de faire comprendre des concepts, des principes. 7 dit « Il n'y a pas d'endroit où l'un finisse et l'autre commence ». Je parle d'âme, d'entité, de moi interne et de personnalité présente, uniquement dans le but d'être compris. Il n'y a pas d'endroit où l'un finisse et l'autre commence. Les limites sont bien sûr complètement arbitraires. C'est-à-dire que là, tout est poreux. Tout fonctionne en continuité. On fait un trait parce qu'on a besoin, le cerveau, mentalement, a besoin de comprendre. Donc c'est-à-dire aussi que la personnalité, là autour, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, est-ce qu'il y a une limite exacte? Il y a en tout cas un global, il y a quelque chose qui va discuter avec une partie, donc c'est une sorte de limite, dans le sens où chaque personnalité, c'est une partie de ce qu'est en train de vivre l'entité. Donc dans ce sens-là, on dit, pour le comprendre, on fait un trait et on explique que voilà, c'est juste une partie, c'est pas l'entité globale, c'est l'entité qui choisit de se limiter à une partie de sa connaissance pour vivre quelque chose sous forme de personnalité, donc avec un moi complet, qui va avoir un moi externe en relation avec le monde physique. Donc là aussi, on peut se poser la question, quelle est la limite entre le moi externe et le monde physique autour de moi? Puisque nous avons une limite corporelle, effectivement, donc ça peut être physique. Nous avons une limite énergétique, qui va au-delà de notre corps physique. Nous avons une limite psychologique, émotionnelle. Nous avons une limite peut-être spirituelle, encore peut-être plus grande. Mais est-ce que là, on n'est pas déjà en train de parler de l'âme, si on est dans la limite spirituelle, hein? Est-ce qu'on n'est pas relié à quelque chose qui nous relierait justement à tout, puisqu'après les entités sont reliées les unes aux autres. Donc voilà, gardez en tête que tous les traits que je fais, tous les mots que je mets,
j'essaie de retrouver en tout cas les mots que Seth utilise avec ses définitions à lui. Il vient d'expliquer que tout ça est très arbitraire, que c'est pour faire comprendre des concepts globaux de cette réalité, donc de mettre un peu des limites fictives pour comprendre comment ça fonctionne, les différentes parties les unes avec les autres. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. J'ai pas retravaillé sur le sujet comme je disais, mais je pense que je vais sans doute essayer de faire une vidéo, de bien se mettre d'accord. Ego, moi externe, âme, moi interne, moi personnalité. Voilà, de voir un petit peu, en tout cas, ces différents termes utilisés à différents endroits dans le livre. Des fois même, j'ai l'impression que Seth lui-même mélange un peu. C'est-à-dire qu'il va définir le mot entité, puis après il utilise âme beaucoup, tout en disant mais c'est pareil. Ou alors parce que en fait, voilà, tout dépend, les définitions des mots, tout dépend du contexte dans lequel on les dit. Tout dépend du point de vue. Et je pense que c'est une difficulté aussi de la lecture des livres de Seth. C'est qu'il faut comprendre, quand Seth dit par exemple « le temps n'existe pas », cette phrase-là est vraie dans un contexte. Elle est fausse si l'on se place dans la réalité physique. Le temps est un des paramètres, comme l'espace, qui est présent dans notre réalité physique et dont nous avons besoin, sauf preuve du contraire, justement, pour comprendre la réalité physique, qui est quelque chose de lourd, de palpable, qui a certains paramètres en tout cas, qui font qu'on a besoin de mettre du temps et de l'espace également pour rentrer en relation, pour comprendre le fonctionnement, pour oui c'est ça, pour qu'il y ait cette relation avec le monde physique. Mais en dehors de la réalité physique, le temps n'existe pas. C'est juste un concept qui est créé dans notre réalité physique. Donc, il n'est pas faux de dire que le temps n'existe pas. Dans un contexte. Donc, c'est pour ça que il est toujours important, quand on essaie de définir un terme, un mot, de le remettre dans son contexte. Dire pourquoi je dis ça. Pourquoi à ce moment-là, je vais dire l'ego égale le moi externe, par exemple. Quelle est l'idée que je veux vous faire toucher du doigt derrière? Quel concept? De quel concept on parle? Voilà, donc c'était en tout cas pour essayer de remettre un peu les mots à leur place par rapport aux différents concepts, avec, encore une fois, toujours, je fais un dessin, vous savez que c'est une limite, mais c'est une autre limite qui peut faire du sens différemment avec les mots de Seth et ses indications pour présenter un concept qui n'est pas physique, donc qui reste compliqué à définir pour nous, bien sûr. Je vais faire une petite pause à cet endroit-là, c'est la fin d'un paragraphe, donc ça tombe bien. On enchaîne donc juste la suite dans quelques minutes. Merci pour votre écoute, à tout de suite.